Et du coup, je vous demande d'accueillir la réalisatrice, Anne H. Smolar. Geneviève Debeau, la productrice, va nous rejoindre aussi. Alors, je ne sais plus si la cadreuse monte aussi sur scène ou pas. Et il y a Apolline aussi, dont j'ai oublié le nom de famille, parce que je ne suis jamais doux avec les noms de famille, qui nous rejoint. Voilà. Et alors, moi, je me suis rendu compte que j'ai oublié de contextualiser la séance qui prend le cadre au Palace dans le cycle mensuel qu'on a, qui est le Bicurious, qui est un cycle dédié au cinéma belge de création ou de patrimoine. Voilà. Et c'était une jolie petite fenêtre pour pouvoir présenter le film et dont profite du week-end du matrimoine pour le remettre à l'affiche le week-end qui arrive. Et puis, s'il y a à nouveau un succès, le film continuera son parcours. Vous auriez pu prendre un micro, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, l'idée c'est que je vais lancer des questions. J'ai souvent des questions très bêtes, donc n'hésitez pas à en poser. L'idée c'est surtout aussi que vous puissiez poser les questions qui vous traversent l'esprit ou que vous puissiez même simplement partager votre ressenti ou un avis, enfin, ou dialoguer. Voilà. Est-ce que oui. Alors, juste d'abord, moi j'ai oublié plein de choses, plein de gens dans les remerciements. Et donc, je voulais remercier Virginie Hoc et Dominique Van Cappel pour la voix off, pour les voix off françaises et anglaises. Et je voulais aussi remercier ma fille, en fait, qui m'a épaulée, qui était présente, qui m'a aidée durant ces 8 ans. Voilà. Mais, moi, je veux bien justement qu'on vienne à la genèse de ces 8 ans. Et donc, si je ne me trompe pas, vous avez repris des études en architecture et ça a été une sorte de découverte. Mais je n'imagine pas que vous êtes tombé des nues en vous disant tiens, il n'y a pas de femmes en architecture. Mais voilà, je veux bien la rencontre avec le sujet. Pourquoi avoir voulu envie de faire un film sur le sujet et comment tout s'est mis en place parce que 8 ans, c'est une longue machine. Ouais. Ben oui, il y a eu ces études, c'est sûr, mais je m'intéressais déjà avant, en fait, à la place des femmes dans la société. Enfin, au travers de mes films, avant mes courts-métrages, j'avais déjà une approche un peu féministe. Et j'ai terminé en faisant un mémoire sur l'ergonomie, enfin, par rapport au genre dans les espaces urbains et intérieurs. Et après, en fait, il se trouve que j'ai exercé un peu et je me rendais compte de plus en plus de choses qui posaient problème. Et puis, je suis tombée sur un article qui parlait en fait de la remise du prix Pritzker dont on parle dans le film et de la pétition qui a suivi et qui a vraiment été un déclencheur, enfin, pour la solidarité, enfin, qui a créé plein de liens parmi les femmes architectes. Et sur l'anecdote du photographe qui fait sortir Denise Brown du cadre alors qu'elle est architecte, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un film? Voilà. Et est-ce que ça a été facile de lister les différents témoins qui allaient venir, de les convaincre aussi de participer au film voilà. Comment est-ce que ça s'est construit aussi? En fait, en 2017, quand j'ai commencé, il n'y avait pas encore tous ces livres qui sont parus maintenant. Donc, c'était excitant, mais c'était un vrai travail d'investigation, de recherche. Et donc, parfois par des chemins improbables, de rencontre en rencontre, etc. Beaucoup par les articles, quelques publications qui existaient. J'ai pu rencontrer en particulier Denise Scott Brown, mais alors il y a eu le confinement et le Covid, et donc en fait c'était très triste en fait parce qu'elle était très âgée et donc on a dû repousser en fait l'interview. Et quand on a enfin eu cette interview, elle était beaucoup plus âgée et moins à même
comment dire, de nous parler de ces créations. Moi, je suis curieux parce que l'implication, donc il y a eu d'abord une production qui s'est esquissée, enfin pas esquissée, qui s'est mise en place avec Grafouille. Puis le projet est arrivé chez Thank You and Good Night. Comment est-ce qu'on s'approprie un projet qui a été déjà développé ailleurs, ou est-ce que ça a été un point de départ en développement, justement? C'était juste un point vraiment intéressant. C'était au moment où Grafouille avait décidé on aime beaucoup ce projet, on lui donne sa chance, mais, et Hélène, tu me contredis si je raconte des bêtises, mais se rendait compte aussi qu'il y avait quand même une certaine ampleur dans ce projet qui faisait que Grafouille ne pouvait pas le porter tout seul, parce que la vocation de l'atelier Grafouille n'est pas pour faire des grosses coproductions, etc., etc. Mais ce qui est génial, c'est que moi, je connaissais H depuis très longtemps. Elle m'a approchée et on a dialogué avec Grafouille. On s'est dit, mais oui, il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc, alors que le premier guichet, c'était Grafouille, après, on a gravi les échelons du centre du cinéma et de l'écriture et du développement. C'est un projet qui a pris pas mal de temps à développer aussi parce que, mine de rien, tout ce que vous voyez à l'écran, ça a demandé, comme l'a dit H, un énorme travail de recherche, mais aussi un énorme travail pour la gestion des droits. Voilà. Et en développement, je voulais voir aussi si c'était faisable. Parce que c'était quand même... voilà. Et c'est un budget relativement important pour un documentaire qu'on a réussi tant bien que mal à réunir. On a pu compter sur un coproducteur français, Film de Force Majeure, qui nous a amené la région sud, mais malheureusement, du côté français, ça n'a pas beaucoup répondu plus que ça. Donc voilà. On a dû toujours un peu bricoler. On bricole toujours en production de films, et principalement en documentaire. Mais voilà, le film est là. Voilà. Et comme l'a mentionné H, il y a eu le Covid au milieu qui nous a quand même bien freiné pendant 2 ans, quoi. Voilà. Et alors, parce que je pense que c'est une situation qu'il n'y a pas que en architecture, l'invisibilisation des femmes, mais est-ce qu'il y avait une réponse positive ou est-ce que ça a été compliqué de porter le projet? Ça dépend un peu. Voilà. On est très contente parce qu'on a eu la RTBF très vite sur le projet. Merci la RTBF. Et qui va donner une visibilité au film aussi par ailleurs. Mais en France, par exemple, c'était très très compliqué. Tout le monde nous disait oui, super sujet, oui, c'est vraiment très bien. Mais bon, voilà. Donc oui, voilà, c'est l'occasion de dire qu'on était à 2 doigts d'avoir Arte et qu'on l'a pas eu et que zut. Si je peux éclairer un petit biais propre à l'architecture, c'est que peut-être que l'architecture, plus que d'autres arts, se pense profondément progressiste, ce qu'elle n'est pas, en tout cas pas toujours. Et donc il y a aussi cette espèce d'idée que le problème existe, mais pas chez nous. Et donc peut-être que là aussi on pourrait y lire quelque chose. Voilà, c'est une hypothèse, bien sûr. Les différents témoins, parce que ça je n'avais pas eu réponse, des différentes intervenantes, elles sont parties sur le projet. Est-ce qu'il a fallu les convaincre ou est-ce qu'elles sont rentrées dessus très facilement En fait, certaines militaient déjà ou Odile Deck menait déjà des actions, des happenings, oui. Denis Scott Brown a écrit plusieurs articles qui dénonçaient ces choses-là. Elle a tardé à les publier d'ailleurs parce qu'elle avait peur des représailles du milieu. Donc en fait, la plupart étaient déjà convaincus qu'il y avait un problème. Et la majorité avait d'ailleurs un discours qui était déjà articulé. Voilà. Est-ce qu'il y aurait déjà des questions ou un commentaire? Il ne faut pas avoir peur. Il y a justement Juliette qui est juste là avec un micro en main. Si je peux, pendant que vous formulez toutes vos questions intérieurement, aussi ajouter à la qualité des intervenants de ce documentaire. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte c'est le nec plus ultra du féminisme en architecture. Il y a un passage où tu m'as mise dans le canapé de Denis Scott Brown.
Mais quel honneur, mes amis, quel honneur. Je peux peut-être dire un petit mot sur quelque chose auquel je tenais. C'est qu'en fait, on a travaillé avec une équipe pratiquement exclusivement féminine ou avec des personnes FINTA. Et c'était une volonté de ma part parce que je trouvais que c'était cohérent par rapport au projet. C'était aussi de montrer que des femmes, il y en a dans les postes techniques et artistiques et qu'il suffit d'avoir la volonté de les trouver. Et en fait, voilà. Et je suis d'autant plus contente qu'en fait, il y avait une ambiance. Enfin, ça s'est vraiment très très bien passé avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de dialogue et dans un temps très particulier. Moi, ce que je trouve fou à la découverte du film, c'est qu'on a l'impression que tous les enjeux contemporains ont été compris par les femmes architectes bien avant, même quelque part, que la question se pose. Si vous me lancez sur les béguines, on est perdu là. Oui, oui. Ben, c'est entre autres ce qu'on essaye de, non pas de démontrer, parce que ça l'a déjà été, mais plutôt de montrer au public. C'est qu'effectivement, ces enjeux qui croisent genre, architecture, droit à la ville, ce sont des revendications qui, en tout cas, sont attestées dans nos contrées depuis plus d'un millénaire, grâce au mouvement béguinal, mais qui a été sûrement porté par d'autres personnes bien avant. J'adore ce passage où on parle de généalogie et de constellations qui existent dans le temps long, parce qu'effectivement, il y a toujours un frayage. Là, je parle de Simone Gillis-Anoa comme la première. Ah, mais en fait, il y a toujours une première avant la première. Il faut bien se rendre compte de ça, que d'un point de vue scientifique, affirmer qu'elles sont pionnières et premières, en fait, est inexact. Mais c'est de nouveau là le narratif dominant, puisqu'elles sont à chaque fois effacées, que l'oubli s'institutionnalise, eh bien, on a le sentiment qu'elles sont réexhumées, première A, alors qu'en fait, pas du tout. Donc oui, les béguines sont les premières femmes, par exemple, propriétaires terriennes de l'histoire européenne. On est là au XIe, XIIe siècle. Sachant, je parle aussi du code napoléonien, qu'on ne peut pas accéder à la propriété jusque dans les années 70 sans l'accord du mari ou du père. Les béguines, elles arrivent, Moyen-Âge, bam, plie le game. Moi, j'adore. Personnellement, ça me parle. Voilà. C'est un autre éclairage sur pourquoi on voulait bien aller au couvent, peut-être. Et d'ailleurs, je le dis aussi pour Simone Gillis-Anoa, et le couvent c'est pareil, quand il n'y a pas de mari, ou en tout cas pour Simone Gillis-Anoa, mieux vaut un mari mort que vivant. Toujours bien à rappeler, voilà. Je me permets avec l'audience actuelle, voilà. Moi, j'aurais juste aimé une petite explication sur les intentions de réalisation, justement, de ces incrustations des interviews dans différents décors. Ouais. Dès le départ, on avait une intention ludique. En fait, on voulait, on voulait faire voyager les architectes dans des décors différents, etc. Et comme aussi, il y avait beaucoup de... les recherches se sont beaucoup basées, surtout au début, sur des publications, des livres. Donc, on installait les architectes dans des livres. Enfin, on voulait être ludique et pour nous, ça participait au ton du film. Voilà. Il y avait une question par ici. Merci beaucoup. C'est une question un peu similaire. Je trouve que l'expérimentation avec le dessin, avec les changements de fond, ça donne vraiment une légèreté au film qui est amusant, beaucoup d'humour aussi. Et je me posais la question, comment est-ce que vous avez composé tous ces éléments? Parce que dans le film, ça a l'air d'être vraiment fluide.
le changement entre dessin, entre photos, entre décors, etc. Que ça donne l'air d'être un travail collectif, mais peut-être pas. Ah si, absolument. C'est un travail. Enfin, moi, j'ai vraiment envisagé le film comme un travail collectif. Mais peut-être que Sandrine peut répondre. Non. Sandrine a monté le film. Voilà. Moi, si je peux rajouter un petit mot, c'est que quand H m'a parlé du projet la première fois, donc en 2019, entre ce que j'ai lu dans son premier dossier et ce que je vois à l'écran, il y a une cohérence magnifique. Et tous les éléments de ce que vous voyez à l'écran étaient déjà dans son dossier à l'époque. Ça a été retravaillé, recontextualisé, passé à la moulinette des interviews, du travail avec l'équipe et du montage, effectivement. Mais la structure de base du film, l'idée d'utiliser tous ces petits trucages ludiques, etc., tout ça était là déjà dès le départ. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a pu donner les moyens au film de réaliser vraiment ces trucages et de façon professionnelle et chouette. Rien à rajouter. Oui, bonsoir. J'étais un peu surpris de rester sur mon siège 90 minutes avec un film aussi épouvantablement bavard. Il n'y a pas 2 minutes où on ne parle pas, et c'était passionnant. C'était formidable. C'est bien parce que c'est passionnant parce qu'on apprend des tas de choses. C'est passionnant parce que c'est intelligent. Et c'est passionnant aussi parce que c'est terriblement bien réalisé. Et que, pour revenir aux 2 dernières questions, l'adéquation entre le dessin animé et tout le reste est absolument formidable. Je voulais vous remercier. Voilà. Merci Marco. Alors, moi qui n'en touche pas une en architecture, j'ai eu l'impression de pouvoir pleinement rentrer dans le film et totalement, enfin, le suivre tout, sans être face à quelque chose pour autant de didactique. Et en même temps, je trouve que la force du film, du coup, est à la fois de pouvoir s'adresser à quelqu'un qui, comme moi, n'y connaît rien, et en même temps de s'adresser aux professionnels de l'architecture. Ou je me trompe? C'est une question pour moi. C'est une question pour vous deux, en fait, parce que je pense que est-ce que c'était un enjeu de départ de pouvoir à la fois convaincre des professionnels qui, a priori, ont l'air enfin, ils ont besoin d'être convaincus. En tout cas, toute la partie mâle a besoin, à mon avis, d'être nourrie à ce genre de documentaires et d'informations qu'ils ne veulent pas voir. Et en même temps, je trouve que pour un public lambda, on va dire, ça donne des éléments essentiels, vraiment des clés, quoi. C'était absolument une volonté dès le départ de s'adresser essayer de s'adresser aussi bien à des gens qui évoluent dans la sphère de l'architecture qu'à un public plus large. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour moi c'était important qu'il y ait de l'humour dans le film. Et enfin, l'animation participe à ça aussi, je pense. Voilà. Moi, mais en fait, je suis toujours kéblo sur le silence, pardon. Ça m'a un peu choquée, vous l'avez vu, j'étais comme ça en mode quoi? Comment il ose parler? Bref, mais je trouve qu'il y a beaucoup de silence. Et c'est ça aussi qui... Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de silence. Peut-être parce que je suis une bablute de l'extrême. Donc quand il y a 6 secondes de silence, je suis là, mon Dieu, le monde s'arrête. Mais du coup, et je trouve que ça participe aussi à cette capacité pour le public d'infuser la densité de ce qui est transmis. Il y a une générosité énorme. Et donc oui, moi, si vous me demandez, j'espère que tous les bac 1 verront ce film. Et tout l'ordre des architectes, s'il vous plaît. Francis Metzger, si vous êtes là, faites une projection nationale, quoi. Il y a de quoi faire. Donc oui, moi je pense que vraiment tous les concepteuristes devraient voir ce film, et je pense aussi tout le grand public, parce que
je pense que là, on partage la même vision de l'architecture, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être architecte pour comprendre l'architecture. L'architecture, c'est partout, tout le temps. Vous êtes entouré d'architecture, là, dans le palace, dans cette salle. Quand vous allez sortir du palace, vous serez entouré d'architecture. Et donc, à la fois, on est tous et toutes expertes des lieux dans lesquels on vit. Et ça, c'est amené avec beaucoup de finesse. Et en même temps, je pense l'architecture, c'est aussi une expérience qui est fondamentalement sensorielle. Et cette dimension des sens, on la retrouve à 3000% ici. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à vraiment s'immerger dans chacun des projets qui sont explorés. Je me demandais, en rapport avec le fait qu'on attribue plutôt le nom d'un projet au bureau d'architecte et du coup au nom de l'homme, si peut-être à commencer au niveau de la région Bruxelles, on revoyait la façon dont on faisait les inventaires et est-ce qu'on allait chercher les noms derrière les bâtiments qui ne sont pas forcément les noms du bureau d'architecte. Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, je pense que cette question m'est adressée. Alors, je pense que non, je n'en suis pas certaine. En tout cas, pour les nouvelles entrées dans l'inventaire, il y a entre autres eu là un nouvel inventaire de 1939 à 1999. C'est ça qui a permis entre autres le classement du bien de Simone Gillis-Noah. Il y a eu une attention, en tout cas au crédit et aux collaborations, ça c'est certain. Par contre, le travail de correction n'est pas encore fait. Il y a beaucoup d'erreurs à l'inventaire, donc il y a des erreurs humaines et les hommes payent aussi les frais de ces erreurs. Mais on va voir que les femmes le payent d'autant plus. On va voir des phénomènes, là je parle de l'inventaire bruxellois, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les encyclopédies, dans les ouvrages. La mauvaise orthographe, le fait qu'au moment du mariage, les femmes vont adopter le nom de leur mari, tout ça. En fait, il y a aussi des processus langagiers d'effacement. On pense aussi à la masculinisation des noms, parfois qui est une stratégie de la part des architectes, comme on l'a vu, il y avait un exemple dans le documentaire, mais parfois qui est subie. On va aussi voir le fait d'avoir des initiales et pas les noms complets, donc on va présupposer du genre de l'architecte. Et puis il y a tout un mégenrage, par exemple dans les correspondances des architectes contemporaines de Simone Gillis-Noah, beaucoup de courriers sont adressés à monsieur l'architecte. Donc on voit qu'il y a aussi un biais de genre, un peu comme cette fameuse blague qui dit je rentre à l'hôpital, l'histoire du chirurgien, mais en fait c'est la maman du petit, et donc on n'imagine pas qu'un chirurgien peut être une femme. L'avantage du mot architecte, c'est qu'il est épicène, mais parfois aussi c'est le désavantage. Alors il y a quand même une féminisation du mot architecte, architectresse, et même architectrice, architectrice, pas architectresse. Et voilà, donc si jamais ça vous intéresse, après moi je trouve ça pas mal l'épicène pour le coup, mais voilà. J'ai fait des digressions sur les critères de critériologie de l'inventaire, mais voilà. Merci beaucoup pour ce film qui était absolument passionnant. Je voulais juste souligner les mécanismes, parce que vous avez très bien montré les spécificités liées à l'univers de l'architecture, mais les mécanismes d'invisibilisation des femmes, on les retrouve dans plein d'autres domaines. Le fait qu'elles soient empêchées, qu'il y ait des barrières dans l'accès aux études, dans l'accès aux commandes, à la progression de carrière, etc. Le fait qu'elles soient dépossédées de leur production, soit parce que c'est attribué à l'homme de l'entourage ou parce que effectivement le crédit n'est pas rendu dans une œuvre collective, et puis le fait qu'elles soient effacées des fois de leur vivant ou par après. Et on retrouve exactement ces mêmes mécanismes dans la peinture, dans la musique, dans la science, vraiment dans toutes les sphères d'invention et de créativité. Et donc voilà, c'est juste un appel général pour la salle. Posez-vous la question dans ce que vous aimez comme intérêt, de ce que vous consommez comme bien culturel. Où sont les femmes et comment mieux les rechercher, parce qu'effectivement, elles ont toujours été là, mais voilà, ces mécanismes sont multiples et continuent d'exister. Merci en tout cas de les dénoncer. Alors, moi, je connais les pourcentages en cinéma de femmes réalisatrices, où il y en a beaucoup malgré tout qui accèdent aux études, très peu au final qui arrivent en tout cas à la fiction. Enfin, voilà. Même si ça évolue quand même très bien sur les 10-15 dernières années. En architecture, entre déjà au niveau des étudiants et étudiantes
Et puis, comment ça évolue en fait? Est-ce que ce sont des chiffres qui sont en évolution? Est-ce qu'on a ces chiffres ou pas? Alors oui, on a ces chiffres. L'Ordre des architectes francophones et néerlandophones comptabilise leurs membres. Alors après, on peut aussi se poser la question de est-ce qu'il n'y a que les architectes inscrits à l'ordre qui sont architectes? Moi, je suis d'avis que non. Mais donc, aujourd'hui, on est à la parité dans les études. Après, malheureusement, et ça c'est aussi transversal et ça se retrouve dans d'autres formations, on sait que plus il y a de femmes, plus le métier se précarise. Et plus le métier se précarise, plus il y a de femmes. C'est le cas de l'architecture. Et donc, on est à la parité aux études. Et puis, aujourd'hui, on est sur un ratio 35% de femmes, 65% d'hommes pour les personnes ayant finalisé leur stage. Donc voilà, alors ce ratio, il s'explique entre autres par le fait que ça ne fait pas 50 ans qu'on est à la parité, mais c'est quand même documenté qu'il y a vraiment une fuite, il y a plutôt un rejet, entre autres, du fait de culture professionnelle. Et là, je vais peut-être nuancer ce que la spectatrice soulignait avec justesse, mais que la spécificité de l'architecture, c'est qu'elle va avoir dans sa culture professionnelle, entre autres, des cultures de la charrette, en fait, toute une série de logiques qui vont être en inadéquation totale avec le travail reproductif et son articulation avec le travail productif. Et c'est dit aussi dans le documentaire, mais il faut vraiment bien souligner que l'architecte, dans l'imaginaire collectif, mais aussi dans la pratique, est un homme. C'est un artiste, mais c'est aussi un technicien, et en plus de ça, c'est un financier. Donc on est vraiment à l'intersection de ces enjeux qui sont chacun pris à part, déjà extrêmement masculin. Et donc, on va d'autant plus voir ce phénomène de masculinisation imprégné à tous les niveaux, quoi. I will speak in English. Anne Ash, I think it's a fantastic film. I'm very happy to have this long métrage because we saw a little piece of it in Eltourne, I don't know which year, and now it's here. Fantastic. I'm sure it will be on all the festivals. I think in the end, you point to something super important, that the collective possibilities, the possibilities for ecology, the possibilities for architecture of care. It's almost, I'm missing another movie. Do you have plans? Not on architecture, but yeah, I'm toying with the idea to about something on menopause and body politics in a musical comedy, but okay. J'ai quitté la commission cinéma au mauvais moment. Est-ce qu'il y aura encore une question? Le micro va monter puis redescendra et vous aurez droit à la dernière question. J'aime bien mettre la pression le temps quand je meuble. Il n'y avait pas de question? Ah oui, bon, d'accord. Bon, sinon, il y a une question ici. Merci pour ce film. Je me demandais, ça va être quoi sa vie? Il va aller en festival et je suppose qu'il va aller en télé vu qu'il y a un financement RTBF. Enfin, qui va le voir? Comment? Alors, la vie du film. Ouais. La vie d'un film, ça peut être, c'est toujours un peu difficile à complètement prédire. Voilà, on a cette première aujourd'hui.
En Belgique, le film va continuer, comme Nicolas l'a mentionné, il sera ce week-end au Palace et on espère que vous ferez venir des gens et qui pourra encore rester les quelques week-ends d'après. Je me suis engagé sur 3 semaines. Ah oui, donc tu as intérêt à tenir ton Et engagement. on a déjà de très jolis scolaires Oui, c'est ça. de beaucoup. Alors, on a déjà, par exemple, toutes les écoles d'architecture de Bruxelles ont demandé des séances scolaires. Ça, c'est génial. Donc, tous les bacs 1. Et ils leur ont là. Donc, ça, c'est très chouette. Et bon, au niveau international, on travaille avec l'atelier Grafouille là-dessus. Et donc, on espère des chouettes sélections en festival. Mais c'est toujours un peu pile ou face. Et oui, effectivement, il sera aussi sur les écrans de la RTBF. Voilà, on espère, on va aussi essayer de faire toute une série de projections un peu partout en Belgique. Et puis, alors avec nos partenaires français, on va commencer aussi à organiser un peu une distribution là-bas. Voilà. Et alors, je suis désolé de reprendre la parole, mais comme on laisse le générique jusqu'au bout, à la fin du générique, il était indiqué, donc Valéria Munzio de Grafouille fait tout ce qui est international, tout ce qui est festival. Séverine Conder, que vous avez vu en introduction, fait, elle, tout le travail associatif et tout le démarchage des salles en Belgique. Screenbox.be. Voilà, mais qui du coup, donc moi je suis le programmateur ici, c'est elle qui est venue, elle a beaucoup aimé la formule quand j'ai dit qu'elle me l'a amené sur un petit plateau, mais du coup, le premier axe qui se fait, c'est d'abord les salles, mais Screenbox fait aussi le travail de ce qu'on appelle la seconde vie des films, et qui est donc plutôt les centres culturels et ce voilà. Donc ce qui veut dire que ce film aussi a déjà ce travail-là qui sera assuré. Voilà. Et ce qui a eu très bien, et ce qu'on a été agréablement surpris, Screenbox et le Palace, c'est qu'on a eu dès cette semaine des réservations pour des scolaires. Voilà. Et du coup, moi je vous remercie. Dans la vie d'un film, c'est toujours le bouche à oreille est toujours important. Et donc voilà, donc sachant qu'il va être un tout petit peu à l'affiche, mais dans les semaines qui viennent, plus il y aura des gens, plus il pourra gagner des séances. C'est bête à dire, mais ça se passe comme ça. Donc voilà, merci beaucoup. Et alors, l'instant promotion. Cette séance faisait partie de notre cycle Bicurious. L'aléa de la programmation fait que le prochain Bicurious aura déjà lieu la semaine prochaine. Ce sera le premier long métrage de Chantal Ackerman, Je tue, il, elle. Donc voilà, donc si vous voulez le voir sur grand écran, n'hésitez pas, c'est une nouvelle restauration de la Cinémathèque. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et on vous invite à prendre un petit verre aussi. Oui, au bar du Palace. Si vous voulez donc en continuer à sortant échanger, par la salle, allons au là bar. c'est mon côté hôtesse de l'air.